Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de deuxième division. Et aujourd'hui, la nouvelle équipe de deuxième division qu'on va présenter, c'est Q36.5, formation qui va participer à sa deuxième année chez les professionnels, on rappelle. Alors, c'est une partie de la structure qu'on avait notamment chez Dimension Data, mais avec pas mal de changements quand même dans cette équipe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre en 2024 dans cette formation, qui vous a plu, qui vous a déçu également en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Alors Q36.5. Équipe qui a démarré l'année dernière comme Tudor, ça faisait partie des deux nouveaux projets du côté de la deuxième division, des deux projets ambition, même si encore une fois la base de cette structure est quand même très proche de la base de Dimension Data sur Pro Cycling Stats même. Il faut savoir que grosso modo l'existence de cette équipe est liée à MTM et notamment MTM QBK, ce qui est pas totalement faux mais pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que oui, la direction est similaire, mais on n'est pas du tout sur la même structure. C'est-à-dire que oui, il y a Douglas Ryder qui était dans le projet Dimension Data, mais en fait, à part lui, quasiment tout le reste de la structure est différent. Donc c'est assez particulier de ce côté-là. C'est même plus je crois qu'ils étaient même pas avec Scott au niveau de la marque de cycle à l'époque Dimension Data, donc c'est un petit peu différent. Surtout que Dimension Data, à une époque, il y avait Björn Ries qui avait des sous dedans, hein, donc là c'est un petit peu différent. C'était la première année de cette équipe. En 2023, je trouve que c'est une première année intéressante. Il leur manque pour moi un gros top leader. Il y avait Moschetti, mais c'est peut-être encore un petit peu tendre, Moschetti, même si l'année de Moschetti est intéressante, notamment avec sa victoire sur la Classica d'Almeria. Mais en fait, ce que je reproche, on va dire, à cette équipe en 2023, c'est qu'il manquait un top leader ou un leader d'avenir dans cette structure. On a des bons coureurs, on a une formation qui est solide, c'est-à-dire que vous avez des très bons équipiers, mais en fait, le problème, c'est que ces bons équipiers, ils n'ont pas forcément le leader. Alors, il y a eu Moschetti, mais en fait, si tu enlèves Moschetti, cette équipe-là, il manquait un top leader. Alors que c'est vrai que chez Tudor, tu avais Arvin De Klein, qui pour moi était un peu meilleur que Moschetti. Tu avais d'autres coureurs qui étaient aussi talentueux, parce que tu avais des jeunes coureurs suisses talentueux. Chez Q36, je dirais que c'était un peu différent, parce que voilà, il manquait peut-être certains coureurs assez jeunes. Je trouve que contrairement à Tudor qui a une identité suisse très marquée, là on est sur une structure suisse, mais ça pourrait être une structure d'un autre pays, que ça ne changerait pas grand-chose pour Q36.5, parce que l'identité suisse, on ne la voit pas énormément. On sent que c'est une structure qui a des moyens, mais encore une fois, je pense que l'équipe était solide. Vous aviez des Jack Bauer, qui étaient dans cette dernière année, mais même Brand Biya, vous aviez Filippo Conca, Moschetti, Matteo Battilati, ce sont des coureurs intéressants. Zukowski également, qu'on a vu pas mal en échappée, mais il leur manquait en fait le vrai leader. Et ça a été on va dire un petit peu ma déception pendant toute la saison. Il me manquait pour moi un top leader qui pouvait aller chercher des gros résultats sur des grosses courses, qui pouvait faire la différence sur des grosses courses. Moschetti, c'est un bon sprinter, c'était pas non plus un top choix. Pour moi, De Klein était au-dessus. Et puis, je sais pas, il y avait peut-être Cavendish qui était sur le marché l'année dernière, qui aurait pu être recruté. Il y avait mieux en fait sur le marché qui aurait pu correspondre à ce que voulait faire Q36.5, mais on sent que c'est une équipe qui est en progrès quand même, qui essaye de progresser, notamment du côté des transferts, et surtout j'ai l'impression du côté de Q36.5, l'objectif n'est pas de monter tout de suite, contrairement à Tudor, l'objectif est de monter peut-être plutôt dans
le prochain cycle et donc de se préparer là maintenant pour le prochain cycle World Tour, donc qui sera, donc là c'était 2023, 2024, 2025, ce sera 2028 normalement, donc 2029 pour la première saison en World Tour. Pourquoi pas de Q36.5, on verra ça dans 5 ans désormais. Donc je pense qu'on est plus dans cette optique-là. Du côté des victoires de cette formation, 7 victoires, plus une victoire d'un coureur qui n'avait pas le maillot de sa formation ce jour-là, c'est Fabio Christian qui a remporté la 4e étape du Tour de l'Avenir. La première victoire de l'année, c'était Matteo Moschetti, c'était au mois de février, enchaîné avec, et c'était la Classica d'Almeria, enchaîné avec Matteo Badilati sur la 6e étape du Tour de Rwanda. Damien Howson remportait la première étape du Tour des Asturies. Le championnat du Canada en ligne était remporté par Nicolas Zukowski. Marc Denovan remportait le Sibiu Cycling Tour. Matteo Moschetti remportait le Grand Prix d'Isberg. Et la 3e étape de la Croix-Rousse a été remportée par Nicolo Parezzini. Alors si on compare, on va dire, parce que à Dimension Data, on est bien loin des 32 victoires de 2016, mais si on regarde les dernières saisons par rapport à 2020, c'est à peu près similaire à 2018-2019 en termes de résultats, même s'il manque un gros résultat sur une World Tour, mais ils ont eu peu d'invitations sur les épreuves World Tour, donc en même temps c'était compliqué. Tu vois que ils ont quand même pas mal de résultats en Pro Series, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le Sibiu Cycling Tour cette année, il y avait quand même pas mal de, en 2023 il y avait quand même un bon niveau. Puis ils ont une 1-1 plus la Classica d'Almeria qui est en Pro Series. Bon, c'est pas mal, c'est correct on va dire au niveau des victoires. Pas mal de changements en 2024 chez Q36.5. On garde les leaders, on perd quelques coureurs et surtout on essaie d'avoir de nouveaux talents. Du côté des coureurs qui prennent leur retraite, Jack Bauer, Alessandro Fedeli et Corey Davis. 2 coureurs n'ont toujours pas trouvé de point de chute, c'est Antonio Pupio et Filippo Colombo, pardon, qui lui n'a pas trouvé de point de chute, le coureur suisse qui, il faut bien le dire, n'avait fait que 10 jours de course en 2023 sur la route, et en 2022 c'était pas beaucoup plus. Donc c'est un coureur qui est fait du VTT, Filippo Colombo. Donc pas facile de concilier la route et le VTT quand on veut encore avoir un bon niveau. Fedeli, totalement le coureur qui je pense a été surévalué chez les jeunes. Fedeli, moi on me l'a toujours vendu comme un bon sprinter puncher, sauf que quand tu regardes dans ses résultats, il manque des gros résultats, et il prend sa retraite à 27 ou 28 ans, je ne sais plus, sans avoir vraiment marqué le cycliste. Et puis Jack Bauer, la dernière année on sentait qu'il était quand même il n'était pas au niveau qu'il avait il y a quelques années. C'est vrai que depuis 2 ans je pense que c'était un petit peu compliqué pour Jack Bauer. Du côté des arrivées, on a Giacomo Nizzolo, l'italien, qui était chez Israel Première Tech, qui était déjà passé chez NTT. David Delacruz, qui était chez Astana. Yannick Stemmle, qui était chez Soudal. Du côté de la Lotto Destiny, Frédéric Frison. Rory Tozen, qui était chez Bolton Equities Black Spoke. James Wallan, qui lui était chez Glass Drive au Portugal. Xavier Michael Asparen, qui était chez Euskaltel. Et puis Alexandro Fanceliu, qui était chez Holocometa. On notera qu'il n'y a pas de coureur qui monte de la réserve, qui est Q36.5 Continental Team. Ça c'est aussi important de le noter. Structure italienne, Q36 Continental Team, qui était en fait le team QBK, mais qui était en fait l'ancienne réserve de Dimension Data, qui, c'est vrai, je crois déjà d'avant, ça ne marchait pas très bien la réserve dans cette formation. On regarde tout de suite cette équipe pour 2024, l'effectif 2024 qui sera composé de 27 coureurs. Donc l'année dernière c'était 25 pardon, donc on passe à 27 coureurs, ce qui est bien. On est à peu près au niveau de Tudor, on est au-dessus de Total Energy, au niveau du Noix, donc on est au niveau des grosses structures en termes de nombre de coureurs. Et le plus jeune est
Hop, j'avais oublié. Et Pavel Novak qui a 18 ans et 210 jours, le plus âgé. Euh, Pardon, c'est Fabio Christen, en plus j'ai dit une bêtise, c'est Fabio Christen le plus jeune qui a 21 ans et 201 jours, et le plus âgé c'est Gianluca Brambilla qui a plus de 36 ans. C'est le seul coureur qui a plus de 35 ans. Et parmi les autres coureurs qui ont plus de 30 ans, ils sont 10. Vous avez Damien Ossonne, Matteo Badilati, Frédéric Frezon, Tom De Vrij, Carl-Frédéric Hagen, Tobias Lüvinson, Joël Roscoff, David de la Cruz et Giacomo Nizzolo. Vous avez également 8 coureurs qui ont moins de 25 ans. Asparen, Marco Donovan, Fancelou, Nicolo Parisi, Abrea également, Calzoni, Camprubri et Fabio Creston, donc qui est le plus jeune de l'équipe. L'effectif, pour moi, il se renforce. Il se renforce parce que l'arrivée d'Asparen, je trouve que c'est une très bonne chose. Par exemple, Nizzolo, c'est compliqué à dire. Hein, Nizzolo, en plus, il s'est blessé là, lors de la phase de préparation. Donc difficile à dire. Il a un contrat de 2 ans. Il a quand même maintenant 34 ans. C'était pas quand même le mec qui gagnait le plus non plus dans le monde du cyclisme. On a, moi je trouve ça intéressant, Rory Toson, par exemple l'Irlandais. Parce que je trouve que sa saison chez Bolton était très bien. David de la Cruz, moi je pense qu'il est encore capable d'aller chercher des étapes sur des courses, même World Tour. Je pense qu'il a encore un bon niveau. Et puis l'avantage, c'est que tu ne perds ni Moschetti, ni Damien Ossonne, qui t'ont apporté des bons résultats l'année dernière. Et Asparen, il était chez Euskaltel, c'était un bon coureur. Là, avec une structure plus solide autour de lui, ça peut vraiment bien matcher. Donc ça peut être très très bien. Mais c'est une équipe, oui, on a quand même des coureurs d'expérience. Et puis derrière, on a des petits jeunes, un peu plus de petits jeunes que l'année dernière. Et puis, ouais, moi je trouve que c'est une équipe qui a un collectif intéressant. Il me manque en fait, un peu comme l'année dernière, encore un vrai top leader en montagne. C'est-à-dire que, bon, tu as Moschetti sur les sprints, mais c'est vrai qu'un coureur, tu vois, un 27-28 ans, tu vois, un Jack Haig par exemple dans cette structure-là, tu vois, un top leader en montagne, j'aurais dit, ah, c'est autre chose. Là, on passe un autre step. Là, ils sont à peu près dans la même idée que l'année dernière. Moi, il me manque en fait ce petit cran en plus au niveau montagne. Alors oui, tu as De la Cruz, mais on sait que De la Cruz, c'est limité pour les résultats sur les courses par étape d'une semaine, s'il y a du contre-la-montre. Bon, Brambilla, là aussi. Il manque ce coureur, tout simplement, dans cette structure. On passe au coureur à suivre. On commence avec Damien Ossonne. Damien Ossonne, 31 ans, l'Australien, qui est passé chez Orica Greenedge et qui a rejoint donc Q36 en 2023. Lui qui avait fait toute sa carrière avec Jayco, parce qu'il avait été dans la Continentale, dans la structure réserve de Jayco avant de monter chez Orica Greenedge. Coureur qui cette année a fait des bons résultats sur les courses d'une semaine. Bon Tour de Grande-Bretagne où il prend la 3e place, notamment KR Philly, il est 3e. À Gloucester, il est 5e. 4e du Tour de Burgos, ça c'était excellent. 4e du Tour des Asturies. Et puis 2 échappées sur le Tour des Alpes également. Donc c'est un coureur qui a fait une saison intéressante. C'est sa meilleure saison, même chez les professionnels. Au niveau des points Pro Cycling Stats, il est à 319 points. C'est pas son meilleur classement. Par contre, Pro Cycling Stats, il avait fait 136 en 2020, mais 2020 était quand même une année atypique. Non, c'est une belle saison pour ce coureur qui est, j'ai envie de dire, c'est le bon moment dans sa carrière déjà pour changer de structure. Et dans une équipe qui n'avait pas forcément de gros leaders, il s'est imposé. Il s'est imposé comme un coureur important d'effectif, comme un coureur à protéger dans l'effectif. Et il a été intelligent parce que je pense qu'il a fait le bon transfert au bon moment. Il y a des mecs, parfois, ils arrivent dans une équipe, c'est un peu tard. Tu vois, soit il y a un peu trop de monde, soit il y a un peu trop de concurrence, soit l'équipe est plus excellente. Lui, je trouve qu'il arrive au bon moment dans cette structure Q36.5. Et après, oui, c'est un coureur qui a des qualités. C'est pas un vainqueur de grand tour, Damien Ossonne, mais c'est un coureur qui est capable déjà d'aider, pourquoi pas, un leader en montagne.
Et puis c'est un coureur qui est capable d'être performant sur des courses d'une semaine moyennement montagneuses. Et on voit que sur le Tour de Burgos, il s'en sort très très bien. Sur une course voilà, qui n'était pas facile, notamment 7ème à Lagunas d'Enela. Donc ouais, non, il fallait le faire hein, sur cette journée-là. Donc non, non, très belle année pour Damien Hawson. Je dirais que c'est tout à fait correct. Deuxième coureur à suivre, Matteo Moschetti. Lui, ça faisait partie des coureurs qui étaient chez Trek depuis quelques temps. Et puis, bon, ça marchait plus quoi, chez Trek. C'est-à-dire qu'il n'était jamais avec un bon train. Bon, voilà, il s'est épuisé sur certaines courses à essayer de se faire replacer par Jacopo Mosca. Ça marchait pas des masses. Et il s'est dit, bon, bah voilà, je pense qu'on lui a proposé le projet Q36.5. Ça faisait partie des bons coureurs qui pouvaient aller dans Q36.5. Il y est allé. Première année qui est bien pour lui parce qu'il obtient des résultats, et notamment Classica d'Almeria, Grand Prix d'Isberg. Pardon, il y avait du monde sur ces sprints-là. Après, sur les très gros sprints, il a toujours un petit peu du mal à se placer, Moschetti. Il lui manquait aussi, je pense, cruellement un poisson pilote. Parce que voilà, il manquait un petit peu. Il y avait en fait des bons coureurs pour rouler pendant la majorité de l'étape, mais dans le final, il manquait un petit peu de mecs capables de l'emmener. Donc 5ème de Milan-Turin également, et de la Vennandal classique. Donc ouais, l'année est pas mauvaise hein, du tout pour lui, qui marque 748 points au niveau UCI pour une équipe qui est 23e au classement UCI aussi, on avait oublié d'en parler. Donc ouais, année tout à fait correcte pour Moschetti. On attend un petit peu plus parce qu'avec une équipe qui sera mieux structurée en 2024, ça pourrait être intéressant de voir sur des courses un peu plus importantes s'il y a des invitations pour le coureur italien, de voir ce que ça peut donner. C'est vrai que c'est aussi le problème chez Q36, chez Tudor, c'est que pour le moment ils ont du mal à avoir des invitations sur les épreuves World Tour. Et bon, on a beau dire, mais par exemple pour un sprinter, si tu as invité sur des gros sprints massifs, ça fait une petite différence. Donc c'est un petit peu ce qui manque à cette structure aussi, c'est des invitations. Bon recrutement également, Yannick Stemle, qui était depuis 2019 chez Deceuninck. C'est un bon coureur qui est capable d'emmener des sprints. Ça va être un vrai atout, notamment pour Moschetti. C'est que c'est un coureur qui est capable de faire le travail dans le dernier kilomètre. Et ça, c'est ce qui manquait cruellement à Q36.5. Ils n'avaient pas les éléments pour véritablement faire un train. Là, je t'aime ça commence à être déjà un étage intéressant pour aider Moschetti. Donc ça, c'est très bien. Et puis pour je t'aime chez Deceuninck, les dernières années, c'était pas foufou en termes de résultats. C'est vrai que quand on compare à quand il était arrivé dans cette structure, et je pense qu'il y avait aussi là un vrai besoin de retrouver peut-être des couleurs dans une structure un peu plus faible en termes d'opposition, mais qui lui permet de faire du bon boulot en tant que poisson pilote. Alors, est-ce qu'il sera poisson pilote, faut voir, mais en tant que dans le train d'un sprinter. Et puis en même temps, pouvoir aussi tenter sa chance sur certaines courses, peut-être du calendrier secondaire, où là aussi il peut peut-être faire de très bonnes choses. Donc c'est un coureur que je vais suivre également. Je t'aime pour cette première année chez Q36.5. Coureur qui a démarré en 2016. Hein. Donc c'est vrai que c'est un coureur qui a commencé à 20 ans à peine, à l'époque. Dans une équipe qui est une équipe autrichienne qui existe toujours aujourd'hui, le team Felbemeyer Simplon Wels. Ouais. Il n'y avait pas de. Ah, il y avait Georg Zimmermann, si. Il a commencé à la même équipe que Georg Zimmermann. Georg Zimmermann, il avait 18 ans lui, quand il a démarré. Très jeune. Et Stemle, il avait remporté notamment Croatia-Slovénia. Je ne savais pas que cette course existait, maintenant vous le savez.
Et puis il y avait également Marcus Heiberger. Je sais pas si lui, il n'a pas été. Ah non, 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 je pensais qu'il avait été dans des structures genre Gerold Steiner à ses débuts. Non, non. C'était une erreur de ma part parce que c'est un coureur dont j'avais souvent entendu parler, encore une fois, sur les courses européennes Tour, mais je pensais l'avoir vu dans une plus grosse équipe et non. De nouveaux coureurs au top, nouveaux coureurs à suivre, pardon. Asparen, il a aussi fait une belle saison. Asparen, bah, c'est vrai que ça commence à être compliqué chez Euskaltel, c'est-à-dire que les murs commencent à être étroits pour le talent de Asparen dans cette formation. Et là aussi, je pense que Q36.5, c'est le bon moment pour lui pour arriver dans cette formation. Il sort de 3 ans chez Euskaltel où il y a eu des bons résultats pour un coureur qui est né à San-Sébastien, notamment 5e des championnats d'Espagne du contre-la-montre, 6e de Paris-Camembert, 2e du classement de la montagne du région Pays de la Loire Tour, 11e du général de cette même course, 9e du Saoudi Tour. C'est un coureur qui a du talent, c'est un coureur qui passe très bien les bosses à Sparen. Et un coureur qui est encore dans une phase de progression parce qu'il va avoir seulement 25 ans. Donc c'est un coureur qui reste quand même jeune et qui est arrivé assez tard chez les professionnels par rapport aux critères qu'on a aujourd'hui. Vu qu'il est arrivé en 2021, donc il avait quasiment 22 ans. Et puis encore une fois, la structure à Euskaltel, à Euskadi était peut-être un peu trop étroite maintenant pour son talent. Et là, de rejoindre une grosse structure internationale, ça peut être très intéressant pour lui. Et ça peut être peut-être la belle progression de l'année 2024. Donc ça peut être bien. David Delacruz, bon coureur, David Delacruz, très bon coureur, l'espagnol, mais qui est plutôt dans sa dernière partie de carrière. Il a qu'un an de contrat avec Q36. Les 2 dernières années chez Astana ont été compliquées, mais c'est quand même un coureur qui, dans ses grandes années, notamment à la Sky, ou même chez UAE, ça avait été l'homme hyper important autour de Pogacar lorsqu'il remporte son premier Tour de France. Heureusement qu'il y avait eu Delacruz, parce que Pogacar il était dans une équipe qui à l'époque était très faible par rapport surtout à aujourd'hui. UAE, au niveau montagne, il n'y avait pas Almeida, il n'y avait pas Ayuso à l'époque. Et David Delacruz avait été un élément très important autour de Pogacar lors de son premier sacre. Avec Maïka, c'était vraiment les 2 hommes importants. Du côté de la Sky, il avait aussi fait du bon boulot. C'est un coureur qui a remporté 2 étapes de Paris-Nice, une étape du Tour d'Espagne, une étape du Tour d'Andalousie, une étape du Grand Prix de Vuelta al País Vasco, qui est une course qui n'existe plus désormais, qui était une course, si elle existe encore, je dis une bêtise, elle n'a plus le même nom. Oui, maintenant c'est le Tour du Pays Basque. Avant, ça s'appelait pas Tour du Pays Basque. C'est vrai. Il y a eu une époque où ça s'appelait Pays Vasco. Parce que c'était un peu plus loin. Je crois que enfin voilà, c'était le premier nom de la course. C'est vrai que nous on appelle ça le Tour du Pays Basque depuis très longtemps. Mais le nom officiel c'était Vuelta Ciclista al País Vasco. Où il avait été bon. Bien entendu, David Delacruz en Espagne, il a été performant sur toutes les courses espagnoles du calendrier dans sa carrière. Et puis il a même été 3 fois 7e du Tour d'Espagne au niveau du général. 4e également du général du Tour du Luxembourg en 2021. Donc il a vraiment fait des belles années chez UAE. Chez Astana, ça n'a pas été formidable. Il était dans beaucoup d'échappées, mais qui souvent ne sont pas allés au bout. Mais c'est un coureur voilà, qui a des grandes qualités, qui a commencé chez les pros en 2012, qui a un peu bourlingué même pendant ses premières années. Il était chez Cara Rural en 2012. Ça, c'était les grandes années de Cara Rural, où vous aviez David Delacruz, David de la Fuente, vous aviez également Petrov, le Bulgare. C'était vraiment Ria Apkin également, le russe, qui était à l'époque dans cette structure. C'était vraiment l'époque où ils avaient des gros coureurs, où ils marquaient énormément de points à l'époque par an par rapport à aujourd'hui. Rory Tozant, bah, moi je trouve que l'Irlandais, ça a été l'une des belles surprises de Bolton.
notamment vainqueur de la route Tourangelle l'année dernière en costaud, le champion d'Irlande, 5e du Grand Prix Serami, 5e également de Druvankers Overijse, également 6e du circuit de Charleroi Wallonie, 4e du Tour d'Hélas. Vainqueur, donc, comme je le disais, de la route Tourangelle, ça c'était sur la première partie de saison au mois de mars. Non, c'est un coureur qui est intéressant, c'est un coureur qui peut déjà bien aider aussi pour un sprinter, parce que c'est un mec qui sait rouler longtemps. C'est un mec qui est très endurant, qui aime les conditions difficiles, super baroudeur et qui a une bonne pointe de vitesse. C'est un coureur qui est très puissant, qui sait sprinter. Donc pour moi, c'était vraiment un des coureurs que j'ai remarqué chez Bolton, où je me suis dit, ah bah tiens, lui c'est vraiment un coureur très intéressant. On en avait parlé quand il avait gagné la route Tourangelle qu'on avait suivi. Et là, c'est vrai que je m'étais dit, tiens, ça c'est un coureur à suivre. Ça a été sa meilleure saison largement pour le coureur de 28 ans. Donc là, il rejoint Q36 pour un contrat de 2 ans. Et on va voir ce que ça va donner. Pour Oretosan, ça peut donner vraiment des belles choses. Et puis Walter Calzoni, qui l'année dernière était en 2023 chez Q36.5 déjà, coureur qui a fini deuxième du Tour du Rwanda, qui a fait une bonne période là, sur les semi-classiques italiennes, 6e de la Coppa Sabatini, 8e de Memorial Marco Pantani, 13e de la Veneto Classique. Il a fait également 4e du classement de la montagne de l'Arctic Race of Norway en prenant une échappée le dernier jour, 9e de la semaine internationale Kopi et Bartali, donc 2e du Tour du Rwanda. 11e de la classique Rennes par les heures intérieures. Moi, ça fait partie des jeunes coureurs qui sont très intéressants en Italie. Il y a une nouvelle génération là, qui arrive en Italie, les Milan et autres. C'est vrai qu'il y a eu une période très compliquée en Italie et là, ça revient fort. Et je trouve que c'est l'un des rares coureurs vraiment jeunes, intéressants chez Q36 où je me dis, lui, il a quand même un gros potentiel dans le futur. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. On regarde le maillot 2024 de sa structure qui change. L'année dernière, il y avait un dégradé de gris. C'était un mélange de gris avec un petit peu de noir au centre. Eh bien, le gris a disparu. Désormais, c'est noir. Avec le logo, on va dire, que l'on voit, enfin le logo voilà, qui est blanc. Je dirais que le design du logo même et du haut du maillot ne change pas. C'est vraiment que la couleur qui change avec ce noir. Alors c'est une sorte de gris très foncé, beaucoup plus foncé que l'année dernière. J'ai peur par contre qu'on ait du mal à différencier le maillot de cette équipe à Tudor dans les pelotons. Donc ça c'est pas la bonne nouvelle. Je dirais par rapport à avant où je trouve que leur maillot c'était un gris assez clair avec l'intérieur foncé. Je trouve que c'était un maillot qu'on repérait assez facilement. Alors par contre l'avantage c'est que normalement ils gardent les casques verts je pense. Donc ça c'est voilà, ils seront peut-être repérables de cette manière dans le peloton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!